Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler d'un sujet que vous avez été nombreux à me demander d'aborder dans une vidéo, le fait de vivre une dépression alors même qu'on vit avec une maladie chronique, le fait de vivre une dépression consécutive à ce qu'on vit, ce qu'on expérimente avec la maladie chronique. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner ma vision, mon angle de vue sur la dépression et bien sûr quelques pistes pour savoir quoi faire pour vous sentir mieux. Bonjour à tous, je vous retrouve donc pour parler d'un sujet entre guillemets un petit peu sensible qui est celui de vivre une dépression alors même qu'on vit avec une maladie chronique. Si vous avez été dans une phase de diagnostic un petit peu longue, vous avez peut-être entendu des médecins qui vous disaient c'est dans votre tête, c'est psychosomatique. Et du coup, on est un petit peu presque gêné quelquefois d'exprimer ces souffrances psychologiques, ces souffrances émotionnelles, de peur d'être entre guillemets étiqueté maladie mentale, alors même que la problématique initiale est une problématique physique. Je pense qu'on l'a tous vécu, cette difficulté à exprimer tout ce qui ne va pas à son médecin, parce qu'on a peur qu'il ne cherche plus à nous aider sur l'aspect physique. Et du coup, quand vraiment, pour le coup, on est en train de faire une dépression, on se sent de plus en plus mal, on se sent de plus en plus triste, on a envie de moins en moins de faire de choses parce que c'est difficile de vivre avec des souffrances au quotidien. Quelquefois, on peut passer à côté d'un diagnostic de dépression et on peut passer à côté d'une aide parce qu'on n'ose pas l'exprimer. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter vraiment une nouvelle manière d'envisager les difficultés psychiques qu'on peut rencontrer quand on vit avec une maladie chronique. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Aurore, je suis psychologue et je vis moi-même avec des soucis de santé qui m'ont obligée à arrêter momentanément mon activité professionnelle due aux limitations que je vis au quotidien, mais dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler en tant que psychologue, je ne vais pas vous parler en tant que professionnel, je vais vous parler de ma vision à moi, en tant que personne, de ce que représente pour moi une dépression, et de comment vous pouvez peut-être l'envisager un petit peu différemment pour trouver des moyens finalement de mieux vivre la situation et de pouvoir vous en sortir également. Premier point, la dépression, c'est une maladie mentale, si on part d'un point de vue vraiment strictement médical, entre guillemets, d'un point de vue strictement scientifique. Et à ce titre, donc, la dépression est un diagnostic qui est posé par un médecin. Alors, quelquefois, c'est posé par un médecin généraliste, mais je vous conseillerais, si c'est ce que vous vivez, de demander à rencontrer un psychiatre pour vraiment savoir si ce que vous vivez, si ce que vous ressentez est vraiment une dépression ou si pour le coup ça vaut le coup d'aller chercher peut-être un petit peu plus loin au niveau de votre médecin généraliste ou d'un spécialiste parce que quelquefois il y a des problématiques on va dire hormonales, il y a des problématiques physiques qui peuvent créer cet état dépressif, il y a même des effets secondaires de certains médicaments, donc ça vaut le coup de faire confirmer ça par un psychiatre pour être sûr que vous n'êtes pas passé à côté d'une hypothyroïdie, pour être sûr que vous n'êtes pas passé à côté d'effets secondaires liés par exemple à une pilule contraceptive. Enfin, je ne suis pas médecin, mais ça vaut le coup d'exclure déjà avant de poser ce diagnostic de dépression. Parce que si on repart d'un point de vue vraiment médical, scientifique, la dépression, ça se pose sur un ensemble de critères, qui est défini au niveau du DSM, qui est le manuel diagnostique pour poser un diagnostic lié à une problématique mentale qui est utilisé par les médecins, qui est utilisé par les psychiatres, et ça nécessite d'avoir une certaine symptomatologie pour pouvoir vraiment définir que vous êtes en dépression. Donc la première chose, j'allais vous dire, c'est vraiment de vérifier que ce que vous vivez est bien une dépression et n'est pas consécutif à un traitement ou à un problème de santé autre qui se serait greffé sur vos problèmes initiaux. Une dépression, ça peut avoir des causes très multiples dans l'absolu. Donc certains annoncent qu'il y a des causes génétiques, puisque dans certaines familles, on voit qu'il y a des lignées de personnes qui malheureusement vont rencontrer des troubles dépressifs dans leur vie, sauf que avec la recherche actuelle, on se rend compte que c'est plus épigénétique que génétique. Mais bon, on va pas aller dans le détail de ce qu'est l'épigénétique, c'est pas l'objectif ici. La cause initiale, elle peut être tout simplement saisonnière. Certains vont ressentir plus d'états dépressifs en fonction de la météo, en fonction du temps, en fonction de la période de l'année. Ça peut être une dépression réactionnelle suite à des événements difficiles que vous avez vécus. Ça peut être donc quelque chose de situationnel qui est vraiment lié à ce que vous vivez. Et là, dans le cas d'une maladie chronique, en général, c'est situationnel, c'est lié à la difficulté de ce qu'on vit au quotidien.
En tout cas, la dépression, ça entraîne des changements biochimiques, ça entraîne des changements au niveau de vos neurotransmetteurs, ce qui va expliquer ce manque d'envie, ce manque d'entrain, cette apathie, cette fatigue, parce que vous n'avez plus d'hormones du plaisir, vous n'avez plus d'hormones de la sensation de bien-être, et c'est ce qui explique ces changements-là. Et là, je vous ai présenté ça un peu sous un angle, on va dire, médical. Pour l'instant, je reste sur l'angle médical. Ça, c'est la vision médicale. Et bien sûr, elle est réelle parce que tout ce qui va impacter, tout ce qui va modifier votre biochimie au niveau cérébral va forcément avoir un impact sur votre fonctionnement neurologique, sur votre fonctionnement physique. Mais si on reste sur cette vision médicale, moi, ce qui me dérange, et encore une fois, ce n'est que mon avis, c'est qu'on reste dans une vision un petit peu fataliste. C'est comme si la dépression nous tombait dessus et qu'il n'y avait rien à faire à part peut-être prendre des médicaments pour modifier cette biochimie cérébrale qui fonctionne mal. Et on va être presque dépendant des circonstances extérieures, on va être dépendant des circonstances intérieures, c'est-à-dire tout ce qui se passe au niveau biologique, tout ce qui se passe au niveau neurologique, tout ce qui se passe au niveau biochimique. Et on sera finalement encore plus dans cette position où on ne peut rien faire. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre de médicaments. Bien sûr que si vous êtes très mal, si vous vivez une dépression sévère et tout ce qui peut vous aider, prenez-le. Aidez-vous. Ne restez pas dans une situation qui est trop compliquée parce que prendre une médication, ça peut aussi aider à retrouver l'allant pour pouvoir mettre d'autres choses en place. Et moi, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est une vision complémentaire. C'est pas une vision antagoniste, c'est une vision complémentaire à la vision médicale qui, pour moi, permet d'être un petit peu plus acteur de ce qu'on vit et de retrouver un petit peu plus les rênes de ce qu'on vit. Parce que quand on vit avec une maladie chronique, c'est assez facile d'imaginer pourquoi, malheureusement, au bout d'un moment, on en vient à développer des troubles dépressifs. Parce que, à un moment donné, la maladie va bouleverser tous vos repères. Vous ne pouvez pas forcément faire ce que vous faisiez avant. Vous ne pouvez plus agir comme vous agissiez avant. Vous êtes limité dans votre corps. Vos souffrances prennent, on va dire, tout l'espace mental. Et du coup, ça va vous redemander de réorganiser toute votre vie. Ça va tout bouleverser. Ça va bouleverser tout l'équilibre de votre vie, tout l'équilibre familial, l'équilibre professionnel. Et ça va vous demander de vous réorganiser. Ça va vous demander de trouver des ressources en vous pour pouvoir rebondir. Sauf que quand on vit avec une maladie chronique, les ressources, elles sont déjà limitées. Elles sont déjà limitées par le fait que votre corps est toujours en train d'essayer de lutter pour retrouver l'équilibre. Et c'est un petit peu ce qui arrive, selon moi, ça n'engage que moi, quand on vit une dépression. C'est pour moi la manifestation qu'il n'y a plus assez de ressources, qu'il n'y a plus assez de ressources en soi pour continuer à avancer, pour continuer à mener la vie qu'on menait, pour continuer à mener la vie qui faisait sens pour nous. Pour moi, une dépression, c'est comme une dépression de soi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'a plus de ressources, on n'a plus les moyens d'avancer comme on avait envie d'avancer, on n'a plus les moyens d'être soi, on n'a plus les moyens d'agir dans le monde comme on le voudrait. Bien sûr, c'est une vision qui est complètement personnelle, mais si on reprend dans le quotidien d'un malade, vous allez au travail, vous avez des souffrances, vous êtes obligé de vous forcer, de vous dépasser, de puiser dans vos ressources pour le faire. Les tâches du quotidien, idem, si vous vivez avec des douleurs, si vous vivez avec des symptômes qui sont relativement forts, vous êtes obligé de vous forcer pour les faire parce que ça prend tout l'espace mental et que vous n'avez plus de ressources. Si votre vie sociale, c'est la même chose, c'est qu'à un moment donné, ça vous fait du bien peut-être de voir vos amis ou autres, mais vous ne pouvez plus faire tout ce que vous faisiez avant et peut-être même que à cause de la fatigue, vous ne pouvez plus avoir de la vie sociale que vous aviez avant, et votre vie comme ça se restreint. Elle se restreint et à un moment donné, vos ressources se restreignent. Et pour moi, la dépression, c'est vraiment la concordance entre le fait que, à un moment donné, vous n'avez plus de ressources pour traiter l'ensemble des informations qui arrivent, puisque votre corps est toujours en train de chercher l'équilibre et qui prend plein de ressources pour le faire, et que de l'autre côté, vous n'avez pas moyen de vous ressourcer en amenant des choses dans votre vie qui pourraient vous faire du bien et qui pourraient vous faire regagner comme ça en espace. Et vous êtes entre ces deux choses, et à un moment donné, forcément, le corps va se mettre en mode off. Et c'est vrai qu'on parle souvent du fait que l'esprit agit sur le corps, et c'est vrai, l'esprit agit, ce qu'on pense a forcément une action sur notre corps, comme je vous l'avais expliqué dans un des podcasts, je vous le remettrai là-haut, mais on oublie une chose, et pour moi c'est essentiel, c'est que le corps agit sur l'esprit. C'est-à-dire comment on se sent dans son corps va avoir un impact énorme sur ce qu'on pense, sur les choix qu'on fait,
sur les décisions qu'on prend, sur tout simplement l'ensemble des neurotransmetteurs qui sont créés dans notre cerveau, parce que si on prend comment fonctionne votre système nerveux autonome, vous avez 20% d'informations qui descendent de votre cerveau à votre corps pour envoyer les ordres, mais vous avez 80% d'infos qui remontent à votre cerveau. C'est-à-dire 80% d'infos sensorielles, que ce soit des infos qui sont dans vos sens, que ce soit des infos organiques qui vont remonter à votre cerveau. Et qu'est-ce que remontent ces infos quand vous êtes malade? Elles remontent qu'il y a un danger, qu'il y a une menace, qu'il y a une difficulté. Et face à ça, votre cerveau, à un moment donné, il est complètement dépassé, puisqu'il reçoit l'info de votre corps qu'il y a une menace. Alors vous allez dire, oui, mais j'ai qu'à, avec mon mental, me dire qu'il n'y a pas de menace. Par exemple, c'est ce que vous dit votre entourage. Oui, mais tu as qu'à penser à autre chose. Tu as qu'à te divertir. Ben non, ça ne se passe pas comme ça. On a dit 80% d'infos, 20%. Ben, du coup, qu'est-ce qui gagne? C'est les 80%. Je vous renvoie aux travaux de Robert Naviaux, pareil, je vous mets en lien de description, qui explique comment toutes les cellules se mettent en mode danger et comment le cerveau est inondé de ce mode danger et comment, en retour, il donne l'ordre de désactiver la partie en vous qui est en charge de vous permettre finalement d'être vous, de vous connecter aux autres, de prendre du plaisir, de prendre de la joie. Pour ceux qui ont vu ma vidéo sur le nerf vague, c'est la partie ventrale du nerf vague. Elle est inhibée. Elle est inhibée dès lors que vos cellules se mettent dans ce mode défense. Et le souci de ça, c'est que vous ne pouvez pas la reconnecter juste à la force de votre volonté. Parce qu'il y a un autre mécanisme qui fait que votre volonté n'est pas forcément accessible. Et c'est ce qui explique que quand on vit une dépression, qu'on ne puisse pas s'en sortir qu'à la force de la volonté, malgré ce que pense l'extérieur qui ne l'expérimente pas. Et en quoi pour moi cette vision des choses donne un peu plus de pouvoir et permet d'être plus acteur de sa santé, c'est que vous n'êtes plus finalement dans une situation où la dépression vous tombe dessus et vous ne pouvez rien y faire. Parce que même si vous n'avez plus assez de ressources en vous, même si vous avez l'impression que c'est votre corps qui va dicter finalement votre état psychique et que vous ne pouvez rien y faire, vous pouvez mettre des choses en place. Alors certes, vous êtes en mode survie, vous n'avez plus accès à toutes vos fonctions supérieures qui sont complètement déconnectées et à la force de la volonté, vous ne pouvez pas forcément aller mieux juste en comptant sur votre volonté. Mais ce que vous pouvez faire, c'est mettre des choses en place. C'est réengager cette branche ventrale du nerf vague. La chose la plus importante, c'est déjà de vous sentir en sécurité. C'est-à-dire, tant que vous n'êtes pas en sécurité, votre cerveau, par défaut, est toujours en mode survie, c'est-à-dire à scanner tout ce qui ne va pas, à prendre en compte tout ce qui se passe dans le corps et à envoyer des messages, des signaux d'alerte tout le temps. Donc, la chose que vous pouvez faire, au lieu de vous dire non, je vais passer en force, je vais avancer, je vais quand même faire ce que j'ai à faire et de faire des choses qui d'habitude vous font plaisir et qui ne vous là n'ont plus aucun goût, c'est essayer de voir comment vous pouvez retrouver, vous, ce sens de la sécurité en vous. Alors là, ça passe par des choses très différentes pour chacun et je vous laisserai aller explorer tout ça dans le podcast parce que c'est pas l'objectif de vous redire la même chose, mais ce que je veux vous dire, c'est que là, ce qui vous arrive, c'est pas un défaut de personnalité, c'est pas que vous êtes faible, c'est pas que vous vous poussez pas assez, c'est pas que vous vous écoutez trop. Vous êtes dans une situation qui vous demande de vous réinventer, vous êtes dans une situation où vous êtes insécure, vous êtes dans une situation pleine d'inquiétude parce que vous ne pouvez plus fonctionner au monde comme vous fonctionniez avant, parce que tous vos repères sont en train de s'écrouler, mais vous êtes dans cet entre-deux. Les repères, vous pouvez les reconstruire, mais avant de reconstruire des repères et d'imaginer dans le futur toutes les choses que vous allez pouvoir mettre en place, la première chose à faire, c'est comment je regagne en sécurité en moi. Comment je peux être plus sécure avec ce que je vis. Et pour chacun, ça passera par des choses différentes. Et là, je vous laisserai aller explorer dans le podcast. Deuxième chose, en plus de la sécurité, c'est de trouver du coup, comment vous pouvez faire de l'espace en vous. Parce que l'espace, je vous ai dit, se réduit de plus en plus. Alors, je le présente comme ça, mais on a appelé ça la fenêtre de tolérance. C'est un petit peu différent, mais c'est comme une pièce, on va dire, qui serait encombrée. Qui serait encombrée de plein de choses, qui sont toutes des choses que vous faisiez avant, mais que vous ne pouvez plus faire, et qui vont vous prendre énormément d'énergie si vous le faites de la même manière ou si vous forcez à le faire. Et quelquefois, la solution de l'entourage, de l'extérieur, c'est de vous dire « Ah oui, mais faut être positif, faut faire des choses que tu aimes. » Alors oui, c'est bien de faire des choses qu'on aime, sauf que quand la pièce, elle est encombrée, il n'y a plus d'espace pour ce qu'on aime. Il n'y a plus d'espace, on peut même plus rentrer dans la pièce. On aura beau rajouter plein de choses qu'on aime dans la pièce, on aura beau rajouter plein de beaux objets qu'on adore pour nous faire du bien, s'il n'y a plus de place, si elle est encombrée, les beaux objets, vous ne les verrez pas. Et en plus, ça va être encore plus de charge à traiter, donc ça ne sert à rien d'ajouter pour l'instant.
Première chose, il faut essayer de désencombrer. Ça veut dire quoi désencombrer de manière plus concrète? Ça veut dire essayer de voir, est-ce que ce que je pense, ma perception des choses, les injonctions mentales que j'ai, toutes les choses que je me dis, sont des choses qui sont utiles ou pas pour moi? Est-ce que vraiment je suis obligée de fonctionner comme avant? Est-ce que je peux pas réorganiser pour un temps ma vie différemment, le temps d'aller mieux? Ma situation est peut-être seulement passagère, je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait, alors est-ce que je peux pas organiser les choses pour justement, dans ce temps-là, me mettre un petit peu moins de pression et désencombrer les je dois, désencombrer les il faut, désencombrer tout ce qu'on se dit qu'on doit faire. Est-ce que aussi je peux pas faire le deuil de certaines choses? Est-ce que certaines choses qui me paraissaient vraiment très importantes avant, est-ce que je peux pas faire un travail à mes croyances? Est-ce que je peux pas accueillir mes émotions pour accepter de faire le deuil de ça? C'est peut-être pas un deuil définitif, mais en tout cas, dans l'instant, je ne peux plus agir comme avant. Donc, comment je peux faire pour faire de l'espace? Donc, je vous rappelle, c'est sécurité pour pouvoir engager cette branche du nerf vague qui va vous aider finalement à vous apaiser. Deuxième chose, je fais de l'espace, je désencombre pour qu'il y ait un petit peu plus d'espace en moi. Une fois qu'il y a un peu plus d'espace, je remplis cet espace, mais de choses que j'ai choisies, de choses que j'aime, de choses qui me font du bien, de choses qui me nourrissent vraiment. Même si c'est des petites choses. Là, idem, je vous renvoie sur les capsules que j'avais fait l'année dernière, je les mettrai là-haut, où je vous expliquais finalement comment agir en fonction de ces valeurs et comment trouver du sens, même dans une situation un petit peu compliquée. Et là, ça va être vraiment des petits pas, petit à petit, ça va être des micro-mouvements. L'idée, c'est vraiment de se dire, là, je ne pars plus d'une pièce encombrée de choses qui ne m'appartiennent plus parce que je ne peux plus fonctionner comme avant, mais je pars de moi dans l'instant présent, dans ce que je vis tout de suite, qui est certes difficile, mais qu'est-ce que dans cette situation difficile, je peux mettre en place pour m'aider, pour aller mieux, pour ressentir du plaisir, pour ressentir de la connexion aux autres, pour pouvoir tout de même avoir une vie, avoir ma vie. Et petit à petit, vous verrez qu'en agissant ainsi, vous allez retrouver un petit peu d'énergie. En tout cas, vous allez retrouver un petit peu d'envie. Alors, je vous dis ça, l'idée, c'est pas de vous dire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ne prenez pas de médicaments, niez qu'une dépression est une maladie mentale, etc., etc. C'est pas du tout le propos. Mais en tout cas, en agissant comme ça, c'est vraiment complémentaire à tout ce que vous ferez à côté. Et ça va vous permettre aussi, au niveau de votre chimie cérébrale, de vous aider en faisant de l'espace et en remplissant cet espace de tout ce que vous aimez, en remplissant cet espace de choses qui partent de vous, qui vous font du bien et qui vont pouvoir vous nourrir durant cette période difficile où vous avez besoin de toutes ces ressources. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à me laisser un petit j'aime pour que je sache si ça a résonné avec vous. Et si jamais vous avez des questions ou des sujets qui sont connexes à ça, que vous souhaiteriez que j'aborde, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire.